Donc, pour l'abandon, en général, au Burkina Faso, la première raison, c'est la pauvreté. Il y a certains parents qui n'arrivent pas à manger, n'en parlant pas, payer les frais de scolarité de leurs enfants. Donc, ça devient un peu compliqué. Et du coup, si l'enfant grandit, 13 ans, on le fait travailler. De nos jours, on a remarqué que la plupart, là, c'est au niveau des sites miniers. C'est une exploitation artisanale. Et les enfants, les élèves surtout, partent là-bas en vue de quand même avoir un peu d'argent pour revenir payer les frais de scolarité et de les parents. Mais une fois parti, c'est fini. Au début, nous avons remarqué qu'au Burkina, on envoyait moins les filles à l'école. Quand vous rentrez dans une classe de 30 élèves, vous pouvez avoir 25 garçons, 5 filles. C'est-à-dire que les filles étaient destinées aux travaux domestiques. Soit on les envoyait auprès de leur tante pour les aider à porter le bébé. C'est-à-dire qu'elle est préparée parce qu'elle est appelée à fonder un foyer. Donc nous avons remarqué qu'au Sangué, le taux de mariage précoce, de grossesse précoce était tellement élevé. Nous avons entrepris de changer avec ces filles-là. Comment connaître son corps, comment pouvoir s'entretenir pour éviter ces grossesses précoces et non désirées. Et cette année, si vous prenez les statistiques au niveau du Burkina, au Sangué, particulièrement à Réau, nous avons eu le taux plus élevé sur 1000 et quelques grossesses. Nous avons 668 grossesses en milieu scolaire au niveau de notre province. Qu'est-ce qui explique cela? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Et tout ça, ça nous incombe. Et comment maintenir tout le monde à l'école? Il y a des violences aussi à l'endroit des filles. Il y a des enfants qui arrivent pendant 2 semaines à tromper tout le monde. Il est au milieu, il sort le matin, il n'arrivera jamais à l'école. À l'école, on se dit, mais voilà un enfant qui ne vient pas et les parents ne viennent pas signaler, alors que le parent, il est à la maison, il ne sait même pas que l'enfant ne va pas à l'école. Voilà, donc, il attend midi, il suit ses camarades, il rentre, il mange, il ressort encore l'après-midi, il reste sous les arbres. Quelque part, il n'arrive pas à l'école. Donc, à ces occasions-là, on invite les parents à venir, qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour recadrer bien sûr les enfants. Et souvent, ils sont surpris qu'on dise que l'enfant ne vient pas à l'école, qu'il ne recopie pas ses leçons. Mais eux aussi, ils se disent que bon, ils sont illettrés, la majorité, donc ils ne savent pas comment accompagner les enfants. Et à ces occasions-là, nous leur disons tout simplement que on n'a pas forcément besoin de savoir lire pour encadrer son enfant. Il faut que l'enfant la sache déjà que mon papa, il veut que je réussisse à l'école. Voilà. Si le soir, il rentre, vous lui trouvez à manger, vous lui demandez de réviser un peu les cours, c'est petit à petit qu'il va prendre l'amour du travail. Nous-mêmes, en tant que mères, nous devons approcher aux autres mamans, les mères des élèves, pour les expliquer comment entretenir les enfants, pour que l'enfant soit propre à l'école, pour comment que l'enfant doit être fait, comment ils vont éduquer leurs enfants pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Et à la rentrée de l'école, comment faire pour que l'enfant réussisse. Il faut les aider. Ce n'est pas venir inscrire mon enfant à l'école et aller m'asseoir pour dire que le maître est là. Tant que les parents ne contribuent pas à l'éducation de l'enfant, il ne peut pas réussir. On est en train de sensibiliser les parents à savoir par rapport à la cotisation. Ce qui rentre au niveau de l'école, c'est pour le bien de l'école. C'est pour travailler pour l'école. Parce que de nos jours, l'État est en train de se désengager. Excusez-moi le mot, parce que eux-mêmes ils ont dit que nous devrons prendre l'école en charge. C'est pourquoi je me dis que vous êtes venus en tant que partenaire nous soutenir. Au niveau de l'école, avec les miettes
que nous récoltons auprès des parents, de nos frères, c'est avec ça que on répare les fenêtres, les portes, tous les petits besoins. Il y a aussi, en dehors des besoins, avant que les enseignants ne commencent, il y a des fournitures dont les parents doivent les fournir pour qu'ils puissent commencer avec les enfants. Ça, c'est à la charge des parents. Bon, la cantine, ça va faire bientôt, c'est la 3e année, nous n'avons pas de cantine. L'année passée, puisque ça a été reversé à la mairie, c'est la commune qui doit se charger de commander ces vivres pour les enfants. Et l'année passée, pour des histoires d'appel de marché, bon, ils n'ont pas pu à temps régler le problème. Et cette année encore, ça traîne parce que le budget alloué à cette cantine est pratiquement difficile à exécuter cette année parce que le prix des denrées a augmenté. Souvent, j'ai de la peine pour certains élèves. Tu le vois du matin jusqu'au soir, ils n'auront même pas un seul repas. Il y a beaucoup d'élèves qui souffrent. Et quand il reste comme ça toute la journée, l'après-midi, tu rentres en classe, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? On a beau crier sur lui, mais il a l'esprit ailleurs. Donc, la cantine, en tout cas, sauve beaucoup. Et les enfants qui sont dans des familles démunies, c'est des difficultés comme ça. On donnait des livres de lecture aux élèves. Ça ne vient plus. Ces livres-là ne viennent pas. Le cartable minimum ne vient pas. La cantine n'est plus assurée. Donc, ça dit que la gratuité est retombée. Et on s'est rendu compte que même pour le taux d'achèvement, c'est un parcours un peu difficile pour les filles, commencer le primaire, aller au secondaire jusqu'à l'université. Voilà. Donc, il y a le volet aussi sensibilisation et formation. On fait souvent des causeries, débats pour permettre à ces jeunes filles de voir des exemples de femmes leaders, de femmes qui ont réussi, notamment dans notre société burkinabé, dans la société africaine, de par le monde, pour qu'elles puissent s'inspirer de ça et savoir que la femme aussi peut aller aussi loin qu'elle le souhaite. Parce que bon, le garçon n'a pas deux têtes et la femme une, hein. Nous sommes conçus de la même manière. Et je me suis rendu compte même qu'elles sont plus combatives que les hommes. Au Burkina, on a une 60aine de langues. Mais les langues transcrites, pour le moment, on en a une 10aine. Des langues qu'on transcrit, qu'on peut utiliser. Voilà. Mais dans tous les cas, le Burkina, bon, comme les peuples sont un peu mixtes, partout, voilà, partout où vous partez, par exemple, ici, vous allez voir des gens qui comprennent le liélé. Si tu ne comprends pas le liélé, tu vas comprendre moré, tu vas comprendre au moins l'une des langues qui sont transcrites là. Voilà, on ne peut pas trouver dans une localité où personne ne comprend l'une ou l'autre langue de la 10aine de langues. Donc pour le moment, c'est comme ça on fait. Parce que pour le moment, le rôle, c'est de s'appuyer sur la langue du milieu pour pousser l'enfant. Parce que si on coupe du coup, comprenez que ce n'est pas facile pour certains enfants. Dès le CP1, la première année, il ne peut pas parler sa langue encore. Donc c'est un frein. Donc on fait un peu, voilà, il s'appuie sur sa langue et il apprend le français. Et on retire un peu la langue. Et à un moment donné, il peut aller rapidement. C'est très efficace. Je m'occupe des enfants qui vivent dans la rue et j'essaie de leur trouver une solution. Soit les ramener chez eux en famille, si c'est encore possible qu'ils repartent à la maison. Si ce n'est pas possible qu'ils repartent, qu'ils réintègrent le cadre familial, je vois des solutions comme leur trouver une famille d'accueil ou les mettre dans des institutions pour leur formation. Disons que ce qu'ils ont parcouru
n'est pas toujours chose facile. Et la famille peut être un danger pour eux-mêmes. Donc ces enfants-là, ce n'est pas la peine de demander qu'ils repartent en famille. Ce n'est pas la peine de leur proposer un renouement familial. C'est de leur trouver soit une formation professionnelle où ils pourront dormir directement dans l'atelier. Ça même, ça plaît aux formateurs parce qu'ils ont quelqu'un qui est tout le temps là. Il se lève le matin, il prend le petit déjeuner, il commence à balayer et à ouvrir l'atelier pour qu'ils viennent travailler. Ou s'ils ne peuvent pas dormir dans leur lieu de formation, on leur trouve des familles d'accueil qui vont les accueillir comme leurs propres enfants. C'est une famille de substituts. C'est une formation manuelle qui peut être la soudure. Et ceux qui font la soudure, moi j'ai créé un modèle de poubelle qu'ils fabriquent. On vend les poubelles pour payer leur formation et leur acheter à manger. Après la soudure, nous avons la maçonnerie. Nous avons aussi la mécanique auto et la mécanique deux roues. Nous avons également le carrelage pour ces enfants. Et tous ceux qui font les métiers, qui apprennent les métiers, quand ils reviennent le soir, nous avons une séance d'alphabétisation pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter. Après les métiers pour les hommes, il y a aussi nos filles. Les filles chassées de leur famille pour une histoire de grossesse, ou carrément des filles, des jeunes filles comme ça qui sont dans la rue. À ces filles-là, il y a la coiffure, il y a la couture et il y a la cuisine qu'elles apprennent. Il y a une de nos filles qui est maintenant installée à son compte parce qu'elle fait des fritures devant la porte qu'elle vend. Elle fait les frites de patates douces, les frites de pommes de terre, des gâteaux, des beignets et aussi du poisson qu'elle frit, elle vend. Et vraiment, c'est un joli modèle de réussite quoi, pour elle. Ouais. Nous n'aimons pas beaucoup que les filles restent dans la rue. Quand les filles restent dans la rue, eh ben, y a le viol, il y a des attaques, il y a tout. Et bon, je prends l'exemple d'une fille que nous n'avons pas pu canaliser à temps et qui est tombée enceinte et qui a eu son bébé à 12 ans. C'est compliqué. Donc, quand une fille arrive tout de suite dans la rue, il faut chercher une solution rapide. Soit la confier à une commerçante. C'est souvent aux vendeuses de riz par terre à qui je les confie. Comme ça, elle peut aider à laver les assiettes. Elle peut aider à servir les clients. Et aussi, par exemple, en contrepartie, et avoir le restant des repas pour manger ou carrément la femme lui sert le repas. Ou quand elle lave les marmites aussi, elle reçoit quelque chose. Il faut trouver une solution rapide pour ne pas que les filles restent longtemps dans la rue. Actuellement, c'est comme si l'on formait tous les enfants pour travailler dans des bureaux. Alors qu'il n'y a pas suffisamment de métiers pour absorber tous ces enfants. Voilà, donc dans la nouvelle réforme, il est envisagé en tout cas, même à l'école primaire, l'intervention bien sûr des spécialistes de tel ou tel domaine. Voilà, si le travail est bien planifié, on a besoin de faire un peu de maçonnerie, on appelle un maçon qui vient montrer aux enfants comment est-ce qu'il faut mouiller le ciment, il faut faire ceci, il faut faire cela. On a besoin de jardinier, on va trouver un jardinier spécialiste qui est dans son jardin et il va montrer aux enfants comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Déjà qu'à la base, on puisse les montrer que pour tel ou tel besoin, voilà, ceux-là qui vont exceller dans le travail manuel, on va vous orienter dans tel domaine.
Ceux-là qui vont être plus littéraires, voilà, vous allez aller pour telle option. En tout cas, qu'il y ait beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choix à faire, qu'on puisse orienter les enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui échouent parce qu'on n'est pas attentif à ce qu'eux-mêmes ils veulent. J'ai commencé ce lycée professionnel en 2018. En 2018, j'étais en classe de BEP1, année préparatoire BEP, brevet d'études professionnelles. Et en 2019, j'étais en BEP2. C'est là que j'ai acquis mon BEP, brevet d'études professionnelles. Et en 2020 maintenant, c'était en année préparatoire bac. Donc, cette année 2021, je ferai le bac. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'il dispose du matériel nécessaire pour faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc, on apprend mieux. Dans les pratiques de classe, il y a eu une véritable évolution de mes débuts d'enseignement à aujourd'hui. À mes débuts, c'était la pédagogie traditionnelle, c'est-à-dire que l'élève devait recevoir tout de l'enseignant, dont l'enseignant était le maître et il détenait le savoir. Il venait et il dispensait aux apprenants qu'on considérait comme étant des tonneaux vides. Mais avec l'évolution, on s'est rendu compte que ces élèves qu'on considère comme tonneaux vides, en réalité, ils sont pleins, mais peut-être des connaissances empiriques. Et si ce sont des connaissances empiriques, il faut changer en connaissances scientifiques. Et donc, on est passé de la pédagogie traditionnelle à la pédagogie moderne, qui exige l'utilisation de supports pédagogiques. Et donc, l'élève co-construit ses savoirs, ses connaissances. On nous demande également d'aborder les questions de pollution. Donc, on peut demander également une mise en scène de la pollution. Et il y a des élèves qui viennent souvent avec des motos qui fument. Ils démarrent et puis quand ils ronflent, on voit la fumée qui se dégage. Ça, c'est concret. Et il y a aussi quoi? L'incivisme en milieu scolaire, voilà les thèmes émergents qu'on a insérés dans les curricula. Il y a l'incivisme, il y a aussi l'accessibilité à l'eau potable. Donc, effectivement, quand ils doivent rechercher et puis mettre en scène, ça les intéresse beaucoup, ça les motive. Et ça permet à l'enseignant de diversifier ses supports. C'est plus le texte, c'est plus le tableau ni le graphique, mais c'est une mise en scène. C'est très intéressant. Il y a le savoir-faire et le savoir-être qu'on évalue lors des exposés, qu'ils soient théâtralisés ou non. Donc, la conduite de ceux qui font la représentation par rapport aux questions qu'ils vont recevoir, nous rangeons cela dans le savoir-être et dans le savoir-faire. Et donc, s'il y a un exposé ou une représentation où il n'y a pas de questions, nous estimons que le travail n'a pas été bien fait. Donc, il faut obligatoirement susciter des questionnements au sein de la classe. Moi, en tout cas, je suis très ravie d'être une nouvelle bachelière parce que ça a été un rêve pour moi. Depuis mon enfance, quand on dit que quelqu'un a eu son bac, je vois la joie en moi. Sa joie habite en moi, c'est comme si c'était moi qui avais eu le bac à sa place. Et j'étais très très pressée d'être à sa place. Donc je suis très contente pour ça. Avoir le bac, ce n'est pas n'importe qui gagne le bac. Si tu as le bac déjà, et toutes les portes te sont ouvertes pour réussir facilement dans ta vie. C'est ça.
moi, c'est un peu différent. C'est vrai, je suis très ravi de mon statut de nouveau bachelier, mais j'ai encore très faim. Je vise la licence, le master, le doctorat, et je suis très ambitieux. Déjà, le bac, c'était une première étape, un obstacle de franchir, et il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Au fait, faire le droit a été mon rêve depuis mon enfance aussi. Et j'ai même un oncle qui a fait le droit. Aujourd'hui, il est un député. Donc, il m'a motivé à plus pour opter cette filière. Et je l'ai fait aussi parce que mon pays a beaucoup de problèmes. Surtout les problèmes de magistrature, être avocat. Donc, j'ai opté cette filière pour que je devienne bientôt juriste ou bien magistrat pour bien défendre mon pays. Moi, mes parents, vu qu'ils m'ont orienté dans cette filière, ils disaient que cette filière serait très difficile pour moi, mais je ne me suis pas découragée. Ils ont dit pour être mieux placé dans cette filière, il faut que tu aies des parents qui sont bien placés aussi. Des parents qui sont bien riches, qui ont des sous pour te soutenir. Et vu qu'eux, ils sont des pauvres, ils ont dit que ça ne va pas m'arranger, que c'est mieux de changer la filière. Maintenant, j'avais un frère, lui, il me soutenait dedans. Et c'est lui-même, le jour des résultats du bac, il a dit que c'est droit, je dois faire. Et je n'ai pas autre filière à faire, que ce soit le droit. Donc lui, il m'a motivé en même temps à faire la filière. Et comme mes parents sont contraints, il m'a aidé à pouvoir les convaincre, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, ils sont tous d'accord et ils vont me soutenir avec le peu qu'ils ont. Moi, mon cas est légèrement différent. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche non plus. Mais je suis né dans une famille moyenne, on s'en sort bien. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été instruits, qui sont partis à l'école. Et d'ailleurs, je vis avec ma tante et mon oncle qui sont tous les deux enseignants. Donc vous voyez dans la bulle dans laquelle j'ai grandi. Donc moi, le droit, c'était un avis partagé par toute la famille. Et au village, dans les familles, si on dit que l'enfant d'un tel est à Ouagadougou pour ses études, au village, on dit déjà qu'il a réussi. On ne comprend pas en fait la vie étudiantine, mais quand tu dis seulement que tu as validé ton baccalauréat ou soit ton BPC pour aller dans une école professionnelle, ou soit dans les universités, dans la capitale, bon, les villageois seront les villageois, bon, et comprennent pas ce qui est dans la capitale. Ils pensent déjà que non, que toi tu as réussi. Bon, même si les voisins vont parler de la famille, donc que vous êtes sauvé, votre fils est à Ouagadougou et fait les études à Ouaga, donc ils pensent que non, c'est l'Eldorado, quoi. Ils pensent que Ouagadougou, étudier à Ouaga, c'est le paradis. Un étudiant à Ouagadougou, avant donc que ce soit l'Eldorado, il faudrait donc un vrai combat. C'est pour cela que j'ai un slogan qui dit que la vie est un combat. Depuis mon enfance, du village jusqu'à l'université et là où je suis, je vois qu'il faudrait donc un combat. Il faudrait un étudiant, il faudrait des nuits blanches. Souvent, tu vas aller faire le manœuvrage pour gagner quelque chose, pour venir manger puis aller suivre tes cours. Bon, souvent, dans les universités, on fait les modules qu'on fait, on photocopie et puis on vient donner. Mais souvent, pour gagner l'argent du module pour aller photocopier, il faudrait que en tout cas, tu vas à d'autres préoccupations, pour gagner un peu de l'argent et pour venir donc faire les photocopies des modules pour pouvoir lire. Donc, c'est pour cela que vous allez voir la plupart des étudiants à Ouagadougou, après avoir descendu des cours à 17h ou soit à 16h, ils se préparent et puis ils continuent pour jouer le rôle du vigile. Ils jouent le rôle du vigile tout au long de la nuit et puis le matin, ils rejoignent les salles à l'université. C'est-à-dire que le rôle de la vigile, à la fin du mois, va les donner quelques sous. C'est ces sous-là qui vont lui permettre donc de réparer son vélo, de réparer en tout cas, d'acheter à manger, d'occuper donc de son loyer, payer son loyer et puis faire tout. Surtout, photocopier les modules pour bosser. Les universités publiques du Burkina Faso sont preuve de plusieurs difficultés. Savoir les retards.
Donc, actuellement, vous pouvez prendre une filière droit, chimie, maths, voilà, avec plusieurs promotions dans une même année. C'est-à-dire, il y a cette promotion qui n'a pas encore fini, il y a une autre promotion qui vient de s'ajouter. Voilà, donc, il y a une accumulation de promotions dans la même année. Et ça, vraiment, ça joue beaucoup. Ça fait que par manque de classe, de salle même pour prendre les cours, voilà. Souvent, il y a des promotions qui sont obligées d'attendre que les autres finissent avant qu'ils puissent avancer. Avec tout ça, ça fait que, comment on appelle ça, l'année qui était censée finir en 2 semestres, 12 mois, bon, ça va jusqu'à 2 ans, 3 ans, voilà. Mais ce que j'aimerais dire que un étudiant qui est en tout cas au village et puis qui vient d'avoir un travail, et il a plus compris un peu, il a plus compris le monde par rapport à un étudiant qui est né à Ouaga et puis qui s'est levé, fait son école à Ouaga et puis continuer l'université à Ouaga. Il n'a pas fait en tout cas les zigzags et les parcours, ils n'ont pas les mêmes parcours. Les esprits ne sont pas les mêmes. Celui qui est né à Ouaga, bon, il va parler d'une manière financièrement, mais celui qui est né au village et puis qui s'est débrouillé en tout cas, qui est arrivé, lui, il vit en fonction donc de ses compétences. Comme disait professeur Joseph Kizerbo, l'éducation, c'est l'ordinateur central qui programme l'avenir de la société. Le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir de la société. Sans l'éducation, rien n'est possible. Mais éduquer aussi, c'est aller dans le bon sens. On n'éduque pas pour éduquer, mais on éduque pour quand même orienter la société vers un avenir radieux, sage, humain et compréhensible. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Vous m'excuserez, je ne me lasse pas d'aimer cette phrase et d'adorer la prononcer. Parce que quand on éduque une fille, c'est d'abord la famille qui gagne, la société et le monde entier. Aujourd'hui, je dis souvent, si une femme a 100 francs dans sa main, les 90 francs, ou sinon 95, 99 francs là seront pour sa famille. Elle ne peut pas ne pas s'occuper de sa famille, de ses enfants. C'est sa priorité en fait. En tout cas, c'est comme un écrivain Nelson Mandela qui l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. S'il y avait une école qui allait former les jeunes couples pour devenir parents, je pense qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'enfants dans la rue comme ça, quoi. Mais malheureusement, quand on voit ces enfants, tout de suite, c'est commencer à dire des malédictions sur ces enfants-là. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas être dans la rue. C'est de la faute des adultes si ces enfants-là sont dans la rue. Donc, si un jour on arrive à 0 enfant en situation de rue, ça va être ma plus grande joie, quoi. Mm-hmm.